Bonjour. Bon, on part sur une deuxième vidéo, la deuxième vidéo de l'année et aussi la deuxième vidéo de ma chaîne. Si vous avez cliqué dessus, vous savez déjà de quoi on va parler. On va parler de mon nez, que voici. On fait un gros plan, on essaye de le rentabiliser au maximum. On va parler de mon nez, de ma rhinoplastie du coup, parce que ce nez n'est pas le travail de mes parents, mais d'un très gentil chirurgien. Je vais vraiment vous raconter ma vie là sur cette vidéo, c'est juste pour la petite Léa d'il y a plus de 10 ans, j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça, donc je me dis que peut-être que ça intéressera quelqu'un et peut-être que ça permettra aussi à mes proches d'un peu mieux comprendre, même si je pense que ces dernières années ça a un peu aidé, mais d'un peu mieux comprendre pourquoi j'ai pris cette décision, comment ça s'est passé pour moi, parce que c'est vraiment mon ressenti à moi, mon expérience, du prix, parce que c'est un sacré budget, il faut quand même le prendre en compte. Donc on va parler du prix et puis du un an après, enfin un an et demi après, parce que ça va faire un an et demi que je me suis fait opérer. Donc un an et demi après où j'en suis et comment je me sens par rapport à tout ça. Prenez une boisson, ça va être très long et je vais beaucoup parler, donc je suis une vraie pipette. La Léa de 8-9 ans était pas très à l'aise dans sa peau, pour pas dire pas du tout. Et à l'école c'était pas top. Bon, c'était ni plus ni moins quoi. Très dans la moyenne surtout. Il y a une chanson de Stilto qui dit je suis une fille dans la moyenne, c'était vraiment moi pratiquement toute ma vie je dirais. Ces dernières années j'ai vachement changé là-dessus. Je m'en contrefous vraiment du regard des autres, de ce que les gens peuvent penser. Mais à une époque ouais, c'était beaucoup plus important pour moi et du coup la Léa de 8-9 ans s'est pris pas mal de remarques par ses charmants camarades de classe qui l'appelaient Carlos le calamar. On se rappelle de Bob l'éponge. C'est pas un compliment, c'est pas très cool, c'est pas... non. Vraiment on s'en serait passé. Donc forcément Carlos a vachement appuyé le complexe qui, je pense, était peut-être déjà là, ou peut-être a été créé par ça, je sais pas. Honnêtement là-dessus je saurais pas dire. Mais c'est pas ouf d'appeler un enfant Carlos, non. En fait non. Donc ça a vachement enfoncé le couteau dans la plaie entre guillemets. J'ai souvenir, ouais vers mes 10 ans, que je demandais à mes parents déjà de me faire de changer mon nez, parce qu'à l'époque j'avais pas conscience qu'on pouvait faire de la chirurgie esthétique, mais déjà très petite, je leur disais que moi j'avais pas ce nez là. Je voulais pas ce nez là. Dans ma tête c'était pas ça, il y avait une erreur, c'était pas ça que j'étais censée avoir sur le visage. Donc c'était un peu compliqué parce qu'elle expliquait à une enfant que de toute façon il est là, donc on va faire avec. Donc ça a été un peu délicat, j'ai grandi du coup, à l'adolescence, on est tout difforme, on va pas se mentir, le nez en plus est vraiment le truc je trouve qui change vachement. Donc forcément moi je voyais plus que ça, j'étais encore plus complexée. La moindre blague complètement anodine qu'on pouvait tous se faire les uns avec les autres, pour moi était un drame. Quand mes proches me faisaient une remarque, c'était la fin du monde, alors que c'était une remarque comme une autre quoi. Enfin, il y avait rien de méchant et en plus vraiment les gens ne pensaient vraiment pas mal. Mais du coup moi je vivais tout très très mal. Et je me suis toujours fixée comme objectif de changer mon nez avant mes 25 ans, parce que du coup les années ont passé, j'ai quand même pris conscience qu'on pouvait se faire opérer, qu'il y avait de la chirurgie esthétique, et je me suis fixé cette deadline là de avant mes 25 ans, je fais refaire mon nez. Je sais pas pourquoi. Je suis pas quelqu'un qui avait comme objectif de me marier avant tel âge, d'avoir des enfants avant tel âge. Jamais, je fonctionne pas du tout comme ça, je suis vraiment ultra au feeling, j'ai pas du tout d'objectif de vie daté quoi, pour objectif de faire certains trucs à une deadline, sauf mon nez. Mon nez ça a toujours été très clair que avant mes 25 ans, je voulais absolument me faire opérer et le faire refaire. Donc dès mes premiers salaires, j'ai mis de l'argent de côté, en sachant pertinemment que cet argent irait pour mon opération. Donc j'ai toujours été très économe, mais j'avoue qu'il y a toujours une partie de l'enveloppe qui était dans ma tête très claire, et je savais très bien où j'allais la mettre. Et en plus de ça, dans ma famille, j'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi, qui ne comprenait pas du tout la nécessité de cette opération, mes parents non plus, mes parents voyaient vraiment pas le problème. J'avais pas non plus un nez totalement atypique.
J'avais pas il y a des nez vraiment très très atypiques où vraiment on le reconnaît tout de suite sur le visage de la personne. Moi c'était pas mon cas, c'était vraiment très très personnel, c'était un complexe très ancré et tous mes proches savaient que j'avais cette envie-là de me faire opérer, ce besoin même je dirais de me faire opérer. Personne n'en voyait la nécessité. Et je pense que certains mentaient, enfin pendant longtemps j'ai cru qu'ils mentaient, aujourd'hui je pense qu'ils étaient vraiment sincères en me disant bah non Léa, enfin, y a pas besoin quoi. Moi je savais et je sentais au fond de moi que de passer le cap, ça allait vraiment profondément changer quelque chose en moi. Donc j'ai commencé à me renseigner assez tôt, de ma majorité je dirais, ouais, vers mes 18 ans, du prix que ça coûtait, donc pour pouvoir mettre de l'argent de côté, parce qu'étant donné que c'est une opération 100% esthétique pour ma part, j'avais pas de déviation nasale ni ce genre de choses. Bah du coup rien n'est pris en charge, donc faut tout payer à 100%. Donc j'ai commencé à voir les prix, à me renseigner sur les chirurgiens. Moi je suis sur Lyon, donc on a la chance quand même d'avoir des bons hôpitaux, des bons chirurgiens. Donc j'ai commencé à prendre plein d'informations, à me renseigner. Et puis tous les 1 an, 2 ans, je regardais, voilà. Je regardais mais sans jamais passer le cap de rien. 2022. Ouais, à peu près en 2022, j'ai une copine qui elle a déjà fait opérer son nez, elle a déjà eu une rhinoplastie. Me donne le contact de son chirurgien. Et là, attention, vraiment, je tiens à ce que tout le monde entende ce que je vais dire. C'était quelqu'un de confiance qui m'a donné du coup son ressenti et son retour sur son chirurgien avec qui ça s'était super bien passé pour elle. Je prends contact avec ce chirurgien par mail, du coup, il n'y a pas de numéro de téléphone, donc je le recherche par mail. Il ne me répond pas. Et 1 semaine ou 2 après que j'ai envoyé ce mail, un autre chirurgien m'appelle en me disant voilà, je sais que vous avez pris contact avec tel chirurgien, il n'est pas disponible en ce moment, moi je vous propose mes services, n'hésitez pas à venir avec moi, je suis renommée, etc. Cet appel me dérange, je trouve ça très étrange comme façon. Ça faisait très démarchage en fait, j'ai pas du tout apprécié et du coup je décide de faire des recherches un peu plus poussées du coup sur ce fameux chirurgien qui m'avait été conseillé par une amie. Et je m'aperçois du coup que ce médecin est interdit d'exercer depuis plusieurs années. Voilà, donc je prends peur, hein, clairement je prends vraiment peur, donc vraiment mon conseil numéro 1, c'est même quand c'est quelqu'un de confiance qui vous conseille un médecin ou n'importe qui d'autre, faites vos propres recherches, regardez qui est cette personne, regardez des avis sur Google, même prenez contact une première fois, allez à un rendez-vous avec un chirurgien, juste pour voir le feeling en fait que vous avez avec cette personne. Pour moi c'est hyper important, je te mets mon visage entre les mains, il faut que ça se passe bien et que j'ai pas de stress envers la personne. Donc 1 année complète passe où vraiment ça m'avait refroidi vachement et on arrive du coup en mars 2023. Un beau matin je me lève et vraiment je passe le cap. Quelqu'un de très proche, de confiance, qui m'a fait son retour. Le chirurgien de cette personne n'exerce plus. Et du coup je trouve le remplaçant en appelant vraiment l'hôpital, bonjour je cherche monsieur untel, ah bah on est navré, il exerce plus, mais voilà son remplaçant. Donc je prends le nom du remplacement, je fais des recherches sur internet, là je me rends compte que vraiment c'est un chirurgien ultra renommé, qui a opéré pendant des années aux États-Unis, qui fait aussi aujourd'hui beaucoup de conférences en Asie, donc ça me rassure vachement le fait que bah du coup ça soit dans un hôpital où moi j'ai l'habitude d'aller depuis petite, hein, mais vraiment pour des choses complètement anodines, ça me rassure aussi, parce que bah du coup c'est un endroit que je connais, et je suis déjà pas très fan des hôpitaux, donc d'être dans un endroit que je connais ça me rassure. Et du coup j'appelle, je demande un rendez-vous, j'emmène ma sœur à ce rendez-vous, du coup ma grande sœur, pour qu'elle soit avec moi, qu'elle entende ce que le chirurgien a à dire et qu'elle entende aussi mon mal-être, parce que aujourd'hui c'est quelque chose auquel j'en parlais plus quoi, enfin où je prenais ça à la rigolade en disant oui moi je vais me faire refaire le nez, mais j'allais pas au bout forcément de ce qui me gênait, malgré que vraiment tous mes proches, même plus ou moins proches, étaient tout à fait au courant de mon souhait de me faire opérer. Mon conjoint, on s'est rencontrés il y a 8 ans. Il y a 8 ans, il savait déjà que j'avais pour projet de me faire refaire le nez, donc ça a été une surprise pour personne quand j'ai pris mon premier rendez-vous. Donc j'ai pris ce rendez-vous, on y est allé du coup avec ma grande sœur.
On a échangé avec le chirurgien et là le chirurgien du coup m'a demandé de lui montrer devant le miroir les zones qui me dérangeaient. J'ai fondu en larmes parce qu'en fait à ce moment-là j'ai réalisé que ça faisait des années que je ne me regardais plus dans le miroir. Je suis quelqu'un qui aime m'apprêter, qui aime me maquiller, mais en fait je ne posais plus les yeux sur mon nez. Et là d'être confrontée à ça, mon visage de très près, mon nez de très près, dans des angles où je savais quels angles je ne regardais pas, je retouchais toutes mes photos sur Instagram, j'ai rien supprimé, il y a toutes mes anciennes photos, vous allez sur mon Instagram, ce n'était pas mon nez. Je crois qu'il doit y avoir 2 publications où mon nez n'est pas retouché. Non. Aujourd'hui je le laisse parce que je suis très contente d'avoir passé le cap, mais à l'époque c'était inconcevable pour moi de mettre une photo sur internet avec mon nez naturel, alors que c'est le nez que les gens voyaient tous les jours. Donc c'était très paradoxal. Donc je fais ce rendez-vous avec ce chirurgien, on discute du coup de l'opération, de comment pour lui ça va fonctionner. C'est quelqu'un qui ne fonctionne pas avec des photos retouchées. Je sais qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui vous font une photo en l'état, ils retouchent avec Photoshop et ils vous disent voilà votre nez va ressembler à ça. Mon chirurgien ne fonctionne pas du tout comme ça et j'en suis très contente parce que moi je cherchais vraiment le savoir-faire de quelqu'un. Je cherchais quelqu'un de confiance et j'avais pas un nez précis en tête. Je suis pas arrivée en disant voilà je veux le nez de telle personne. Non, je lui ai dit je veux le nez que j'ai dans ma tête. Ce qui est très étrange quand même expliqué comme ça. Je voulais le nez qui pour moi aurait dû être sur mon visage au départ. Donc on en a discuté, je lui ai expliqué vraiment quelle zone me posait problème. Quelle zone pas du tout par contre, parce que par exemple la pointe de mon nez on l'a pas du tout touchée, c'est quelque chose que j'aimais bien donc ça a pas bougé. Mais voilà, on a vraiment... je lui ai fait confiance pour le coup aveuglément. J'ai eu un très très bon feeling avec cette personne, il m'a énormément rassurée. Déjà rien que le fait que pour la première fois on m'écoute et que un professionnel me dise oui d'accord, en effet tu as un mal-être, il y a un surplus osseux ou de cartilage, enfin j'ai pas les termes techniques, clairement c'est pas mon métier, mais il a acté le fait que oui en effet il y avait une petite excroissance, voilà. Donc ça m'a rassurée de me dire ok c'est pas dans ma tête, c'est pas moi qui déforme l'entièreté de mon visage, non c'était vrai quoi, c'était vraiment sur mon visage. Donc j'ai apprécié énormément cet échange. À ce moment-là, on commence à discuter du coup d'une date potentielle d'opération, à savoir que du coup nous étions en mars, qu'en janvier de l'année suivante, donc janvier 2024, on avait un gros voyage à l'étranger avec 11 heures de vol de prévu, que j'avais pas du tout annulé. Donc il fallait que je sois suffisamment remise après l'opération pour pouvoir faire ces 11 heures de vol parce que avec la pression, c'est pas très agréable quand on s'est fait opérer, n'importe quelle opération, mais du coup encore plus une opération comme celle-ci parce qu'on découpe de l'os, c'est long, la cicatrisation est très longue sur le nez, donc voilà, fallait que ça soit fait suffisamment en amont. Donc on a décidé de caler ça le 13 septembre 2024. J'ai laissé les mois passer sans trop y penser. Je réalisais pas en fait. Je réalisais pas du tout que c'était enfin le moment. La semaine qui a précédé, j'ai rappelé mon chirurgien parce que là j'ai commencé à me dire oulala, je vais aller à l'hôpital. Je vais passer une nuit à l'hôpital du coup parce que on dort à l'hôpital. Enfin en tout cas, moi où je me suis fait opérer, on dort à l'hôpital une nuit. Donc c'était un peu panique à bord parce que c'est vraiment un endroit que j'aime pas trop. Donc on a rediscuté, il m'a énormément rassurée parce que clairement ce rendez-vous était là uniquement dans le but de me rassurer. Et la veille, du coup le 12 septembre, je me suis paxée avec mon chéri. J'ai pour habitude de dire que je me suis paxée avec mon ancien nez, comme ça au moins il pouvait plus partir une fois que le nouveau était là et qu'on savait pas à quoi il ressemblait. Quand vous faites une chirurgie esthétique, vous n'avez pas d'arrêt maladie. Avec le Pax, il y a 5 jours de congé, donc on en a aussi profité à ce moment-là de pouvoir caler notre Pax la veille pour que j'ai au moins 5 jours pour voir comment mon corps s'habituait et au terme des 5 jours potentiellement retourner au travail. Donc nous voilà le 13 septembre. Une fois arrivée à l'hôpital, j'ai vraiment peur parce que l'odeur de l'hôpital, c'est vraiment un lieu que j'aime pas du tout. Donc c'est pas agréable, c'est vraiment pas agréable comme moment. Les infirmières sont très gentilles, je m'installe dans ma chambre, je suis avec quelqu'un d'autre du coup dans ma chambre. Je me change, je me prépare.
Et me voilà partie au bloc parce que du coup tout se fait très vite. Donc je descends au bloc, j'arrive dans le couloir et là du coup les deux infirmières me font aller au bloc à pied du coup parce que, enfin debout sur mes deux jambes, j'ai pas besoin d'y aller en brancard. Je peux marcher, y a aucun problème. Donc allons-y, je déambule comme ça avec ma petite chemise, tout ça. J'avais une culotte, je tiens à le dire, je n'étais pas les fesses à l'air dans les couloirs, mais j'avais une culotte. Donc je me balade, on arrive du coup au bloc, je retrouve mon chirurgien, l'anesthésiste que j'avais déjà vu du coup. Et là du coup le chirurgien commence à dessiner sur mon nez les endroits qu'il va enlever, c'est hyper impressionnant. Moi c'est à ce moment-là où vraiment j'ai compris que bah ça y est, c'était le grand moment quoi. On allait y aller. Je m'installe, l'anesthésiste commence à me mettre les premières injections, tout ça, donc je commence à être détendue. Et là, une des deux infirmières me dit, alors je ne sais plus quel prénom elle a employé, mais ce n'était absolument pas le mien, et elle m'a dit « Allez, ça va aller Leslie, détends-toi ». Et c'est la dernière phrase que j'ai entendue avant de m'endormir. Je vous laisse imaginer l'état de panique qui s'est passé dans mon cerveau de « C'est pas moi Leslie, je ne suis pas Leslie, ne me faites pas le nez de Leslie ». Voilà, ça a été vraiment panique à bord. Je pense que juste cette pauvre dame s'est trompée de prénom et elle n'y est pour rien, enfin c'est pas grave. Mais moi ça m'a vraiment fait très très peur. Je me suis dit qu'ils allaient pas me faire la bonne opération, que c'était pas la bonne personne. Donc c'était cata. L'opération s'est bien passée. Je me suis réveillée en salle de réveil. Du coup, je réagis pas très très bien aux anesthésies. Donc j'ai pris un gros coup de chaud. J'ai mis longtemps à remonter en chambre. Je suis du coup rentrée au bloc à 7h. Je suis remontée en chambre à quasiment 14h. Et j'étais encore bien à l'ouest, à 14h. Donc je suis remontée, j'ai retrouvé mon chéri. Mon chéri a dû me remettre tous mes piercings parce que c'est pareil, j'ai les oreilles percées et il était hors de question que je perde mes piercings du coup au bloc parce que du coup faut tout enlever. Piercing, faut enlever les ongles, faut tout défaire, ça aussi c'était un malheur pour moi de devoir enlever mes ongles. Mais ça s'est bien passé, j'ai pu les refaire quasiment après. 1 ou 2 semaines après je crois, j'y suis retournée. Et du coup voilà, donc il m'a remis mes piercings parce que j'avais mis des tiges chirurgicales, ça c'est un super conseil que j'ai à vous donner. Sur Amazon, il existe des piercings chirurgicaux en plastique. Ça c'est accepté au bloc opératoire, donc moi j'avais mis ça dans tous mes trous pour que ça se rebouge pas au bloc. Et que du coup après, même si le jour même mon chéri les avait pas changés, on aurait pu changer mes piercings plus tard, ça je craignais pas que ça se referme. Mes cheveux... J'ai énormément transpiré, j'ai pris vraiment très très chaud en salle de réveil. Mes cheveux n'ont jamais été dans cet état-là. J'ai du coup un énorme pansement, je peux pas respirer hein, bien évidemment. J'ai des mèches en tissu du coup dans le nez, je crois que ça va même dans le sinus sans trop m'avancer. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de sang mais c'est pas gênant, pas de douleur. Vraiment tout va très très bien, j'ai vraiment aucune douleur. Ma maman passe me voir du coup, donc je finis ma fin de journée avec mon chéri et ma maman, donc bien entourée, donc tout va bien. Ils partent. Et quelques minutes après qu'ils aient quitté la chambre, je me sens pas bien. J'essaye de m'endormir mais ça va pas. Je sens que j'ai envie de vomir. Et j'ai très peur de vomir. Déjà en temps normal, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je gère pas bien la situation. Mais là, vraiment, ça va pas. J'ai mes doudous, je les serre fort. J'essaye de faire des exercices de respiration par la bouche. Ça ne fonctionne pas du tout. Je sens que vraiment ça ne va pas. Et j'ai juste le réflexe de me redresser et d'attraper le haricot. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le petit bac que vous avez à l'hôpital. D'appuyer vite sur la sonnette d'alarme, de prendre le haricot. Et à ce moment-là, je vomis dans le haricot. Et quand j'ouvre les yeux après avoir vomi, il est plein, mais à ras-bord, c'est-à-dire que vraiment j'étais comme ça pour être sûre que ça tombe pas, de sang, mais de sang rouge. En 10 secondes j'ai cru que ça y est, j'allais mourir, hein. Vraiment j'ai trop regardé Grey's Anatomy, quand quelqu'un vomit du sang c'est jamais très positif. À ce moment-là, l'infirmière arrive dans la chambre, elle ouvre la porte, elle se fige parce qu'elle me retrouve vraiment là, comme ça, avec mon petit bocal complètement démunie de la situation. Donc elle appelle une de ses collègues, elle me rassure toutes les deux, en fait c'est tout bête, on m'avait pas du tout prévenu et j'avoue que je n'y ai pas pensé, mais pareil, je tiens à ce que vous ayez l'information, quand on vous opère le nez, du coup le sang coule, une partie est aspirée mais une partie n'arrive pas à être aspirée, passe dans la gorge et du coup dans l'estomac. Je ne pouvais pas manger, je n'ai pas eu faim de la journée en remontant de chambre parce qu'en fait mon estomac était
plein de sang. Et c'est du coup ce sang-là que j'ai vomi. Mais je n'étais absolument pas en danger, tout s'est bien passé, c'est juste que c'est vraiment super impressionnant. Donc elle m'a laissé une poubelle à côté, elle m'a dit vous avez eu un sacré réflexe quand même, parce que j'aurais pu en mettre de partout, mais alors là je pense que c'était la fin du monde pour moi si ça arrivait. Donc j'ai bien géré la situation, j'ai eu très très peur. J'ai un tout petit peu mangé le soir, mais vraiment très peu, j'avais aucun appétit. Je me suis endormie tant bien que mal, j'ai clairement pas dormi de la nuit, parce que du coup là arrivait ma vraie source de stress, c'était les mèches. Les mèches, c'est du coup ce que je vous disais, les petits bouts de tissu que vous avez du coup dans le nez et dans le sinus, qui sont vraiment longs, et que le lendemain de l'opération, du coup, on vient vous retirer. J'ai du coup 2 proches à moi qui ont eu une rhinoplastie, et toutes les 2 se sont soit évanouies, soit ont vomi au moment où on leur a enlevé les mèches. Moi, je me suis dit, je ne vais pas supporter, la douleur va être abominable, ça va être atroce, donc je n'ai pas dormi de la nuit en sachant que le lendemain matin, on allait m'enlever mes mèches. À 7h du matin, j'ai appelé mon chéri en panique en lui disant faut que tu viennes à l'hôpital, faut que tu viennes à l'hôpital, je peux pas rester toute seule, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc il est gentiment venu à l'hôpital, sauf que les visites n'avaient pas encore commencé. Le staff a été tellement gentil, ils nous ont ouvert une pièce de visite pour pas du coup gêner la personne qui était avec moi en chambre. Elles m'ont mis en chambre, enfin dans cette pièce là, parce que je pouvais marcher, lever, il n'y avait pas de problème. Elles m'ont mis en chambre du coup avec mon chéri pour que je puisse rester avec lui. L'infirmière vient me voir en me disant bon bah voilà, il nous reste 2 soins à faire et ensuite je vous enlève vos mèches. Qu'est-ce qu'il fallait pas me dire ? C'est-à-dire qu'à chaque porte qui claquait dans le couloir, j'étais persuadée que c'était cette dame-là qui s'approchait et qui allait du coup venir me voir. Panique totale. Je fonds en larmes, bien évidemment, enfin vraiment c'est la cata. Elle vient du coup me voir en me disant bon bah allez, ça y est, c'est le moment, on y va. Mon chéri ne peut pas m'accompagner et je pense que heureusement parce que visuellement ça devait être vraiment pas très joli à voir. Donc on retourne en chambre, elle m'enlève les mèches. Je n'ai rien senti. C'est-à-dire que j'ai tellement imaginé que ça serait l'horreur absolue, que j'allais avoir envie de vomir, de pleurer, de m'évanouir. Pas du tout. Cette femme a été d'une douceur folle, je n'ai rien senti. À aucun moment, j'ai eu mal, aucune douleur, une gêne ou quoi que ce soit. Pas du tout. J'ai juste senti qu'on enlevait quelque chose. Parce que ça, oui, on sent qu'on enlève quelque chose. Mais voilà. Après ça, du coup, j'ai vu mon chirurgien qui est venu, du coup, m'enlever le pansement. J'ai gardé un plâtre pendant un peu plus d'une semaine, je crois. Ou une semaine peut-être tout pile. Donc il est venu vérifier voilà, le plâtre, me faire un joli pansement pour du coup que ça soit bien propre quoi. M'expliquer comment fallait que je fasse mes lavements à la maison parce que du coup je lavais mes narines quoi pour le sang qui était séché et les poings parce que du coup moi mes poings sont situés juste ici sur cette partie là et j'avais également de nombreux points à l'intérieur des narines mais vraiment la cicatrice se trouve là mais désolée si j'ai une crotte de nez. On la voit légèrement. Là en plus j'ai vraiment pas d'anticerne rien du tout. Voilà, elle est là. On la voit légèrement. Mais c'est pas du tout quelque chose qui me gêne et puis honnêtement j'ai beau être très grande, je pense que peu de gens regardent le dessous de mon nez. Donc voilà, le chirurgien m'explique tout ça, me dit que c'est très bien, qu'il est très content de l'opération, que ça s'est vraiment super bien passé, qu'il y a eu aucun problème, qu'il est très content de son travail, donc moi je suis hyper rassurée. Mais du coup l'infirmière revient, me dit que je ne pourrais quitter ma chambre qu'une fois que j'aurais mangé tout mon plateau repas, étant donné que ça fait plus de 24 heures que je n'ai rien mangé. J'ai pas mangé, je vais dire la vérité, c'est mon chéri qui a mangé mon plateau, j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit, j'ai dû manger 2 cuillères de yaourt et c'était mon grand maximum. Donc quand l'infirmière est revenue et qu'elle a vu que le plateau était vide, elle était très contente, elle m'a laissé sortir. Donc on est rentré à la maison. Après ça, du coup j'ai été pendant quasiment une semaine à la maison. Et j'ai mangé les petits pots de ma nièce, du coup, vraiment, j'ai mangé les petits pots pour enfants. J'ai mis très longtemps à retrouver l'appétit, rien ne me faisait envie.
J'arrivais pas à mâcher parce que bah voilà, vous avez un gros pansement, le plâtre, enfin c'est pas agréable. Je dormais pas la nuit. Mon chéri n'a pas réussi à dormir dans la chambre avec moi pendant plus d'une semaine parce qu'il avait super peur de me mettre un coup pendant la nuit, donc voilà, j'étais fatiguée. Ça, j'avoue que cette partie-là, mais encore une fois, aucune douleur. Donc la fatigue se gère. C'est vraiment plus être impatient de voir ce qu'il y a en dessous, de savoir, parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, mais on peut rien voir. Je mettrai toutes les photos là, de la semaine, il y a des trucs, mais la honte. Mon chéri a dû me laver les cheveux. Un homme qui a les cheveux courts, qui doit laver des cheveux longs. Enfin longs. C'était un peu plus long que ça, je crois. Mais catastrophique. Incapable de faire un shampoing, on s'y est repris à 6 fois. Enfin, c'était une cata. J'ai vraiment mis mon ego de côté à ce moment-là. J'étais affreuse. Tous les jours, j'étais affreuse. Pareil, penser aux vêtements. Bah, pas de choses qui collent au cou, que des choses qui s'ouvrent par devant, c'est plus simple. Au moins, on ne passe pas par le nez, on évite de se mettre des coups, de s'accrocher le pansement ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'était une semaine. Ça m'a rappelé quand je me suis fait opérer des dents de sagesse, quoi. Vraiment cloué au lit à attendre que le temps passe, et puis voilà. Mais bon, je me suis vite remise. Il y a eu 1 ou 2 jours la première semaine où j'avais du mal à parler. Parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir respirer par le nez, j'arrivais pas à reprendre mon air par la bouche. Et vraiment, enfin, j'avais des grosses croûtes. Du coup, ça me gênait beaucoup et j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Mais c'est vite revenu, ouais, vraiment, ça a dû durer un jour ou deux, quoi, pas plus. Donc vraiment, ça s'est bien passé. Au bout d'une semaine, du coup, je suis retournée voir le chirurgien. À ce moment-là, on a enlevé le plâtre et le pansement. Du coup, une fois que j'avais fait tous les lavements, tout ça. Et il m'a dit comme quoi bah, ça pouvait être difficile, que de nombreuses personnes réagissaient très surprises à la vue de leur nouveau visage. Il a souvent eu bah, des évanouissements, des gens qui vomissent, qui font dans l'arme, enfin voilà. Moi du coup je suis couchée sur sa table d'auscultation. Mon chéri est dans la pièce d'à côté. Je l'appelle, je lui demande de venir avec moi. Mon docteur du coup m'enlève le plâtre, il me dit encore une fois qu'il est super satisfait de son travail. J'ai eu beaucoup de chance, sa secrétaire m'a conseillé du protéochoc, c'est de l'homéopathie et ça a fait vraiment beaucoup d'effets sur moi. J'ai été que très peu gonflée et surtout marquée parce que bah, souvent on voit les gens qui font des rhinoplasties ont de très gros yeux au beurre noir, comme si vraiment, enfin ils sont violets et tout. Moi j'ai pas eu ça du tout, je vous mettrai une photo de quand je suis sortie du cabinet du médecin. Alors oui je suis gonflée, oui le nez ne ressemble absolument pas à ce qu'il est aujourd'hui, mais vraiment je suis légèrement jaune sous l'œil, mais c'est tout. Il n'y a pas eu plus que ça. J'ai jamais été plus qu'un tout petit peu une tache jaune voilà, sous les 2 yeux. Donc j'étais vraiment très très contente qu'elle m'ait prescrit ça. Donc il m'enlève le plâtre, il est super satisfait. Et moi je ne vois pas, du coup parce que je n'ai pas de miroir. Je vois les yeux de mon chéri, du coup parce que mon chéri me regarde, je vois la surprise vraiment dans ses yeux. Il me reconnaît pas. Et on en a parlé après, il ne m'a pas reconnue à ce moment-là. Ça a fait un gros changement. Donc je me suis levée, au début j'ai pas voulu me voir dans le miroir. J'ai attendu quelques minutes et après j'ai tourné la tête et je me suis vue. J'ai pas été déçue. J'ai pas été déçue du tout à ce moment-là. Je savais que mon visage allait être très gonflé, en cicatrisation, que ce serait pas du tout le rendu final. C'est extrêmement perturbant de voir un visage que vous ne reconnaissez pas dans le miroir. Ça m'a bien pris 1 mois ou 2, où quand je croisais un miroir, fallait que j'intègre le fait que c'était mon visage. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir eu ce visage-là toute ma vie. Quand je vois des photos d'avant, ça me surprend. Même mes proches, par contre, maintenant voient les photos d'avant et sont surpris. Mais du coup, c'est assez perturbant, je vais pas mentir, de voir un visage, de bouger, et c'est pas vous. C'est pas le visage que votre cerveau a intégré. Ça, c'était assez perturbant. Ça a pris un petit moment. Ma famille a mis plus de temps à s'y faire. Voilà, j'ai dégonflé petit à petit. J'ai jamais été trop frustrée de ça parce que j'ai toujours su que j'allais mettre longtemps à avoir le résultat final. Donc j'ai laissé les choses faire quoi, mais
Mais faut vraiment le prendre en compte quoi. Faut pas imaginer que quand vous sortez, vous avez le résultat escompté. Faut vraiment être patient et pas trop se prendre la tête. Se dire bah voilà, ça sera fait quand ça sera fait et ouais, il va y avoir des semaines où vous allez avoir une tête super étrange parce que bah, le côté droit commence à dégonfler mais pas le côté gauche, que la pointe du nez mais très longtemps dégonflée, moi elle a été vraiment grosse pendant longtemps, que potentiellement ça dégonfle là mais pas là, enfin ça fait une forme un peu étrange quoi, faut pas trop s'attarder dessus. Moi au bout d'une semaine du coup, je suis allée voir mon généraliste qui m'a mis 2 semaines d'arrêt maladie. J'étais incapable de prendre la voiture. Moi, j'aurais pu travailler à la maison. À ce moment-là, j'avais pas de télétravail dans mon travail, donc c'était un peu compliqué. Donc je pouvais pas bosser. Mais je ne pouvais pas prendre la voiture. Le moindre bosse, la moindre plaque d'égout était atroce. J'avais l'impression que l'os vraiment entier de mon nez bougeait, quoi, en même temps que la voiture. Enfin, c'était extrêmement douloureux. Enfin, même pas douloureux, vraiment ça me donnait la nausée, ça me rendait malade, donc j'ai été prolongée parce que je pouvais pas aller au travail. Donc ça m'a permis voilà, de bien prendre le temps de me remettre. Et du coup, la chance que j'ai eue, c'est que du coup, entre la semaine de Pax et l'arrêt maladie qui a été fait ensuite par mon médecin généraliste, j'ai pas eu besoin de poser de vacances. Parce que ça c'est pareil, il faut le prendre en compte. Vous avez pas d'arrêt maladie à la sortie de l'hôpital. Il n'y a aucun arrêt maladie qui est donné à la sortie de l'hôpital. En théorie, vous faites opérer le vendredi, le lundi matin, vous êtes au travail. Vous faites opérer le mercredi, le jeudi matin, vous êtes censé être au travail. C'est impossible, enfin en tout cas pour ma part, ça a été totalement impossible. Si des gens arrivent à le faire, je leur tire mon chapeau. Parce que moi, déjà rien que le fait de devoir évacuer l'anesthésie générale, que je mets vraiment du temps à m'en remettre. Donc pour moi, c'était pas possible. Donc au terme des 3 semaines du coup après opération, je suis retournée au travail, tout le monde a été hyper surpris parce que on est encore gonflé, on a les poings, il y a encore un peu des croûtes de sang, ce genre de choses. Les poings sont tombés 3 semaines, 1 mois, peut-être 1 mois grand max les derniers. Bon, je pouvais les attraper, tirer un peu, ça tombe tout seul quoi, vraiment ça tient tout seul. Donc ça c'était cool. Pareil, pour les lavements de nez, j'ai utilisé une rhinocorne. Je vous mettrai la photo là et le lien sur Amazon si vous voulez. C'est le meilleur achat de toute ma vie. Je l'utilise tout le temps maintenant déjà. Dès que j'ai un rhume, un machin, c'est trop bien pour faire des lavements de nez. Mais surtout après l'opération, c'est génial parce que vous pouvez pas vous moucher. Et en fait, ça fait des caillots de sang quoi. Enfin, il y a des croûtes. Donc pour tout évacuer, c'est super. Moi, j'ai adoré utiliser ce truc. Quand je voyais plein de médecins qui conseillaient des pchit-pchit, des trucs comme ça horribles. Parce que vous sentez le pchit qui monte dans le nez. Enfin, moi j'ai pas du tout aimé ça. Donc vraiment la rhinocorne, trop chouette. Super investissement. Même encore aujourd'hui je l'utilise. Mais du coup voilà, je suis retournée à ma vie normale. Hein. Une fois que l'opération est faite, vraiment faut juste être très patient. Et attendre que le résultat arrive. On est donc parti en vacances en janvier, on a fait les 11 heures de vol qui se sont bien passées. J'ai le visage qui a gonflé pendant le vol. Snorkeling pour voir les petits poissons à la Réunion. Avec, vous savez, le super masque Décathlon, là, il est génial ce truc. Et je n'ai pas la notion du temps, donc je suis restée vraiment longtemps dans l'eau. Trop longtemps avec ce truc sur le visage, alors que ça faisait vraiment 4 mois, 3 mois que j'étais opérée. J'ai donc nagé, j'ai vu plein de poissons, c'était super, c'était trop beau. Mais au bout d'un moment, j'enlève mon masque et je sens que, je sais pas, j'ai une gêne, il y a un truc qui me dérange. Et à ce moment-là, je croise mon papa et mon papa me regarde avec un peu d'insistance. Mais il ne me dit rien. Donc je me dis, bon, je sais pas, bizarre. Je retourne à ma serviette et là je vois ma maman et ma maman pareil, me regarde avec un peu d'insistance. Je me dis, c'est quand même très étrange. Mais personne ne me dit rien. Et là, mon chéri et mon beau-frère arrivent et au même moment, je prends mon téléphone et j'ouvre la caméra frontale. Une bosse. Une bosse. C'est-à-dire que j'ai eu une... C'est même pas une bosse, c'est une bulle d'eau. C'est une bulle qui est apparue. D'accord, une bulle là comme ça. On est allé chercher une crêpe pour me remonter le moral. Au trajet retour après avoir mangé ma crêpe, je disais que si le lendemain ça n'était pas parti, je prenais un avion pour rentrer en France, aller voir mon chirurgien pour qu'il répare ce problème quoi. J'étais terrorisée à l'idée que ça reste.
Rassurez-vous, ce n'est pas resté, je n'ai plus de gouttes sur le nez. Mais je pense que vraiment, c'est la lymphe quoi, que je sentais de partout dans mon nez qui avait stagné à cause du masque. Mais ça a été vraiment très perturbant. Le lendemain, il n'y avait plus rien, tout était rentré dans l'ordre. Mais c'était très cocasse. Ça ne m'est plus jamais réarrivé. Même maintenant quand je mets mes lunettes, parce que du coup j'ai des lunettes au travail, donc je mets toute la journée, j'ai pas de problème. Ça me fait pas de trou ni sur les côtés ni au-dessus. Mais c'était assez rigolo. Et après ça, écoutez, ça a dégonflé. Je dirais que j'ai 100% dégonflé peut-être 10 mois, 10-11 mois après l'opération. Aujourd'hui, vraiment, j'ai un nez tout aussi solide que quelqu'un qui ne serait pas opéré. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai une légère petite bosse qui, moi, me perturbe un petit peu, mais j'en ai parlé avec mon chirurgien et on va voir ça du côté un peu, je sais pas, psychologique, on va mettre ça comme vous voulez. J'ai une toute petite bosse, je sais même pas si on la verra là, qui apparaît juste ici. En fait, c'est du tissu cicatriciel, c'est exactement là où j'avais du coup le cartilage plus épais avant, qui est apparu juste ici. Et c'est vraiment une malformation, je mets des gros guillemets parce que voilà, il n'y a rien de fou, mais typique de la famille du côté de ma maman. Et du coup, j'avais le même nez que ma maman. Et on a toujours dit, voilà, t'as le nez de la famille avec ce petit truc là. Donc me dire que j'ai cette légère excroissance, je me dis qu'au moins, voilà, je garde la marque de fabrique de ma famille. Même si aujourd'hui on la voit quasiment pas et je crois que vraiment c'est moi qui la vois beaucoup plus que tout le monde. Mais je trouve ça mignon. Et je suis très 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 contente du travail qu'a fait mon chirurgien. Je l'ai revu du coup une semaine après l'opération. On s'est revu ensuite 3 mois après. Et ensuite on s'est revu 1 an après l'opération. On a refait des clichés. Moi j'ai fait des photos plusieurs fois après l'opération. J'ai fait des polaroïds après l'opération parce que je voulais les garder. Mon nez m'aura coûté 5300 ou 5500 € en comprenant du coup l'opération du chirurgien, l'anesthésie, la nuit en clinique du coup parce que oui je me suis fait opérer en clinique et pas dans un hôpital public. Je sais pas si ça change grandement quelque chose en termes de tarifs, mais en tout cas moi c'est le prix que j'ai payé quoi vu que c'était une clinique. Donc ouais, on a aux alentours de 5500 € parce que c'est pareil, les bas de contention pour l'hôpital ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Ce que je vous disais, l'homéopathie n'est pas pris en charge non plus. Moi l'homéopathie c'est déjà quelque chose que j'utilise quotidiennement non, mais en tout cas à la maison de façon assez régulière quoi. Je préfère prendre de l'homéopathie plutôt qu'un médicament autre. Donc c'est vraiment... rien n'est pris en charge quoi, absolument rien du tout. Faut vraiment le prendre en compte et prévoir son budget quoi, se rendre compte de ça. Pareil pour les gens qui peuvent pas prendre de congé, prendre en compte la perte de salaire. Si vous pouvez pas prendre de congé et du coup faire du sans solde ou alors se préparer à toutes ces éventualités là. Ce que j'en retire vraiment, c'est que j'ai bien fait de le faire. Je l'ai fait avant mes 24 ans du coup, donc la petite Léa était très satisfaite d'avoir fait ça avant cette deadline imposée entre guillemets. Même si je pense que j'aurais fait à 26 ans, c'était pas la fin du monde et j'aurais été très contente aussi. Mais j'étais très fière de moi de pouvoir du coup atteindre cet objectif, pouvoir faire mon nez, payer mon nez, parce que c'est pareil, c'est un budget et j'étais très fière de pouvoir me l'offrir. Et en fait ça a complètement débloqué quelque chose. Je me suis sentie enfin moi-même, bien dans mes baskets. Et c'est aussi pour ça en fait que j'ai eu le courage, les cojones, de me lancer sur YouTube, de faire des vidéos YouTube pour mon kiff à moi et d'en avoir rien à foutre du regard des autres. Je me dis qu'en fait à 24 ans, j'ai eu les couilles d'aller à l'hôpital, de me faire péter le visage pour avoir le résultat que je voulais. Donc honnêtement le reste, je crois qu'on s'en fout un peu. Et je pense qu'on peut tous trouver un truc qui nous bloque, qu'on a trop envie de faire et qu'on n'ose pas. Et en fait une fois qu'on passe le cap, déjà on est fiers de nous, de l'avoir fait.
d'avoir atteint cet objectif-là et en fait, bah, on se rend compte que la Terre s'arrête pas de tourner, que tout le monde s'en fout royalement de votre vie et que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, quoi. Aujourd'hui, j'aime mon nez. Et je pensais pas le dire un jour.